Je suis philosophe de formation et comme je suis philosophe de formation, on m'a demandé dans cette introduction de définir les concepts clés de la journée. Je vais être tout à fait franc et je vais l'annoncer d'emblée, je ne vais pas du tout faire ce qu'on m'a demandé. Je vais même faire exactement le contraire. Je ne vais pas partir de concepts abstraits et d'exemples et en essayant de partir d'exemples assez concrets. Et je ne vais pas vous donner des définitions, mais soumettre à votre jugement un certain nombre de problèmes et de questions auxquelles, en plus, je ne vais pas apporter de réponse. Première question, qu'est-ce que l'éthique? Réponse, j'en sais strictement rien. C'est pas juste une posture, c'est très sérieux pour un certain nombre de raisons que je vais expliquer. La première, c'est qu'il y a eu dans l'histoire de la pensée, et puis il y a actuellement des éthiques, il y a des théories morales. Mais il n'y a pas une éthique, et il y a encore moins quelque chose qu'on pourrait appeler l'éthique. Quand on considère les éthiques ou les morales du passé, ou les éthiques ou les morales actuelles, en premier lieu, c'est leur très grande diversité. Comme vous le savez, il y a une morale chrétienne, il y a une morale bourgeoise, il y a des morales libertaires, pensez à Brassens, il y a des morales conservatrices, voire réactionnaires, pensez à travail, famille, patrie. Et puis si on va du côté des morales philosophiques, de la philosophie morale et des éthiques philosophiques, il y en a quasiment autant qu'il y a de philosophes. Il y a dans certaines morales, notamment dans la morale kantienne, il y a des actes qui sont par nature bons ou mauvais. Chez Kant, l'interdit du mensonge est toujours immoral. À l'inverse, vous avez des théories qu'on appelle conséquentialistes, où la nature d'un acte n'est jamais bon ou mauvais en lui-même. Tout dépend de ses conséquences. Si votre mensonge ou le fait de taire la vérité a pour effet de protéger, d'atténuer la souffrance d'autrui, ça peut éventuellement être légitime. Puis vous avez des éthiques de la vertu, il y en a un certain nombre qui font florès actuellement, qui vous disent quelle disposition morale vous devez cultiver en vous pour atteindre une forme de moralité. Puis à l'inverse, il y a des morales du devoir. L'éthique kantienne est bien connue pour être une morale du devoir, qui vous dit à quelles règles vous devez conformer votre action pour agir de manière la moins immorale possible. Et puis, il y a des éthiques qu'on appelle téléologiques, c'est-à-dire qui vous disent quel est le bien qu'il faut viser. Et à l'inverse, c'est très à la mode en ce moment, il y a des éthiques procédurales qui vous disent pas du tout qu'est-ce que c'est que la bonne décision, mais qui essayent de vous montrer comment on peut arriver à une décision qui soit éthiquement satisfaisante. Donc vous voyez qu'il y a des éthiques, des morales, mais pas une éthique et une morale, et encore moins quelque chose qu'on pourrait appeler l'éthique. Ce qu'il y a en revanche, ce sont des valeurs morales et des dilemmes éthiques. Dans nos sociétés démocratiques, qui sont fondées sur les droits de l'homme, sur l'héritage des droits de l'homme, il y a un certain nombre de valeurs auxquelles nous sommes tous peu ou prou attachés, que nous considérons comme devant être respectées. Il y a un certain nombre de valeurs qu'on a en partage. Notre éthique commune, notre système de valeurs communs, c'est en gros la philosophie des droits de l'homme, c'est qu'il faut respecter un certain nombre de prérogatives de l'individu, sa liberté de choix, sa vie privée, son intimité. Cette éthique commune des droits de l'homme dit aussi qu'on a un certain nombre de devoirs, de solidarité, venir en aide à celui qui est dans le besoin, qui est très bien résumé dans la maxime républicaine de la fraternité, mais vous avez aussi dans la morale chrétienne de l'amour du prochain, et un certain nombre de règles d'équité, notamment d'équité ou de justice. Le problème, et c'est pour ça qu'il y a des dilemmes éthiques, c'est qu'il arrive bien souvent dans la pratique que nous soyons confrontés à un conflit de valeurs, c'est-à-dire qu'on soit face à une situation qui nous oblige d'une manière ou d'une autre à arbitrer entre des valeurs auxquelles on est également attaché. Madame A, je vais l'appeler Madame A, vit seule à son domicile, elle est désorientée, elle oublie occasionnellement de s'alimenter et de prendre ses médicaments, mais elle refuse obstinément les aides et les soins qu'on lui propose, elle refuse d'ouvrir la porte, Élodie Lys, donc elle refuse d'ouvrir la porte à son gestionnaire de cas ou à la personne qui pourrait devenir ce cas. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la conduite légitime? Est-ce qu'il faut respecter ses préférences, en l'occurrence son refus apparent d'être aidé
ou assister, ou est-ce qu'il faut privilégier le devoir d'assistance, le devoir de venir en aide? Deuxième situation, Madame B veut continuer de vivre à son domicile, mais elle a besoin d'aide presque pour tous les actes de la vie quotidienne et d'une présence vigilante 24 heures sur 24. Son conjoint est lui aussi âgé, malade et épuisé. Leurs enfants s'interrogent. Est-ce qu'il faut privilégier le souhait de leur mère de finir ses jours chez elle ou prendre en considération l'état de santé de leur père qui se dégrade à vue d'œil? Dilemme éthique classique où on a à arbitrer entre des valeurs ou des choses auxquelles on est également attaché. Je voudrais compliquer un tout petit peu, vous montrer que même quand il n'y a pas de conflit entre deux valeurs différentes, il peut y avoir un dilemme éthique. Monsieur C se rend chez son notaire pour changer son testament. Il avait prévu auparavant de léguer ses biens à ses deux filles équitablement. Mais il y a 3 ans, quand son état de santé s'est dégradé, ses filles se sont opposées sur la conduite à tenir. La fille aînée voulait qu'il aille en maison de retraite, et la fille cadette est venue s'installer chez lui pour l'aider. Depuis, les deux sœurs sont en conflit, et M. C vient voir le notaire pour léguer ses biens, la quasi-totalité de ses biens, la plus jeune, enfin la majorité de ses biens, la plus jeune de ses deux filles. Le notaire s'interroge, il veut respecter la volonté de M. C, il est attaché à défendre sa liberté de choix, mais est-ce que M. C, qui a des troubles cognitifs, comprend les implications du Nouveau Testament? Est-ce qu'il va voir le notaire en conséquence de cause? Et est-ce que sa fille cadette n'exerce pas sur lui une forme de pression, de coercition, ou ce que les juristes appellent une influence indue? Dans les 3 cas, on est face à un dilemme éthique, un cas de conscience morale, et ces cas de conscience, comme vous le savez, sont extrêmement fréquents dans le contexte de la maladie d'Alzheimer. Alors qu'est-ce qu'ils nous montrent, ces 3 exemples? Ils nous montrent 2 choses. Premièrement, c'est que quand on parle d'éthique, on a généralement tendance à penser à des grands problèmes, notamment les questions de la bioéthique. Est-ce qu'il faut initier, prolonger, arrêter les traitements en fin de vie? Est-ce qu'il est légitime et à quelles conditions d'inclure des patients qui ne sont plus aptes à consentir dans des essais thérapeutiques qui comportent des risques majeurs? Ce que vous montrent les exemples, c'est que l'éthique ne se réduit pas, le questionnement éthique ne se réduit pas à l'éthique médicale. Tous les professionnels y sont confrontés, des aides à domicile aux assistantes sociales en passant par les tuteurs et les gestionnaires de cas. Et ce qu'on commence à peine à dire dans la littérature internationale, c'est que les familles aussi sont confrontées à des dilemmes éthiques difficiles, que ce soit de savoir comment on arbitre entre sécurité et liberté, ou que ce soit de savoir où se situe la limite du devoir filial et conjugal. Donc, vous voyez que ces 2 exemples montrent aussi que les plus grands dilemmes naissent souvent des situations les plus banales et les plus prosaïques. On avait été sollicité à la Fondation et sensible à une situation. Que faire quand je suis aide-soignante dans un service d'aide à domicile, que la famille de la personne n'est pas rentrée au moment où je pars et qu'elle me demande de fermer la porte à clé en attendant le retour de la famille, à la fois vous voyez que ça naît de situations, ça n'est pas forcément des grandes avancées de la biomédecine, ça naît des situations du quotidien. Alors, ce que ces exemples nous montrent aussi, c'est ne nous disent pas ce que c'est que l'éthique, mais ils nous disent un peu ce que c'est que sa condition de possibilité. Pour qu'il y ait un dilemme éthique, le minimum, c'est d'être sensible à un certain nombre de valeurs, c'est le fait de se soucier, peu ou prou, de l'autonomie, du bien-être, de l'intimité et de la dignité des personnes. C'est le fait de faire preuve d'une certaine vigilance éthique. Mais ça vous montre aussi d'emblée ce que l'éthique ne devrait pas être. 2 choses. Premièrement, à mon sens en tout cas, elle ne devrait pas être, même si elle l'est parfois, un discours lénifiant, plein de bons sentiments, bien pensant, moralisateur. La moraline, Nietzsche appelait ça la moraline. Ça dégouline de bons sentiments moraux. Et ça ne devrait pas non plus, et les exemples le montrent bien, l'apanage de quelques-uns, l'apanage de quelques experts en éthique, qui seraient les directeurs de conscience des professionnels, des familles ou des équipes. Il y a des comités d'éthique, ça peut être légitime, parce qu'on acquiert, à force d'être confronté à ce genre de difficultés, un certain nombre de réflexes et de capacités à discerner les enjeux, mais on ne délègue pas la réflexion éthique. Ce n'est pas parce qu'un comité dit d'éthique
à donner son aval à quelque chose qu'on est légitimé à le faire pour autant. J'en viens au deuxième temps de mon exposé. Une question encore plus simple que la première. Que dit le droit sur les questions qui nous occupent? Réponse, à la fois beaucoup et très peu de choses. À la fois beaucoup et très peu de choses. Je voudrais partir d'un constat qui est qu'il y a eu, je trouve qu'on ne dit pas assez, il y a eu ces 10 dernières années des évolutions juridiques absolument considérables dont on ne mesure pas assez l'ampleur. Je voudrais citer ici 4 lois pour vous faire sentir l'évolution, 4 textes de lois qui ont réformé en profondeur la manière dont sont régulées en France l'organisation et les rapports personnels au sein des institutions qui s'occupent notamment des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Je pense que vous les avez en tête, au moins certaines d'entre elles. Je les prends par ordre chronologique. La première est la loi du 2 janvier 2002 qui rénove l'action sociale et médico-sociale, dont vous savez qu'elle introduit plusieurs types d'outils dans les établissements, et notamment les maisons de retraite médicalisées, le contrat de séjour, qui fixe les conditions contractuelles de prise en charge, le livret d'accueil, avec en annexe cette fameuse charte des droits de la personne accueillie, et le règlement de fonctionnement qui délimite les droits et les obligations à la fois des personnes qui bénéficient des prestations et de celles qui interviennent dans l'établissement. Deuxième texte, dans le champ sanitaire cette fois, la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dont vous savez qu'elle dispose notamment qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peuvent être pratiqués sans le consentement libre et éclairé de la personne, qui peut être retiré à tout moment. On lit le texte, l'énoncé de la loi sous la forme du présent. On a parfois tendance à se dire on ne l'observe pas tout le temps. Bon. Et cette loi du 4 mars 2002 crée également la possibilité, vous le savez, pour toute personne majeure de désigner une personne de confiance qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté. Troisième loi, la loi du 22 avril 2005, dite loi Leonetti, relative aux droits des malades et à la fin de vie, qui crée notamment la possibilité pour toute personne majeure de rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou de l'arrêt des traitements. Je cite la loi, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant. Je ne sais pas si vous voyez, vous avez un vague souvenir des pratiques et de l'état du droit avant. C'est des lois qui sont intervenues en 3 ans. Ça bouleverse, au moins juridiquement parlant, l'ensemble du champ. La 4e loi est la plus récente, c'est celle du 5 mars 2007 qui réforme la protection juridique des majeurs. Cette loi, qui réaffirme les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité, pose des garanties supplémentaires au respect des droits et libertés des majeurs protégés. Elle affirme, premièrement, que l'assentiment du majeur protégé doit être systématiquement recherché, qu'une mesure de tutelle ne signifie pas nécessairement que le majeur perd l'exercice de son droit de vote, et qu'il existe, et ça, à mon sens, c'est une révolution, ou pas qu'à mon sens, il existe des domaines personnels, comme le choix du lieu de vie et le choix des fréquentations, où le tuteur ne peut aller contre la volonté du majeur sans une autorisation expresse du juge ou du conseil de famille. Ces 4 textes, auxquels il faudrait ajouter la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des chances, vont dans le sens d'un renforcement tout à fait considérable des droits et libertés des patients, des usagers ou des bénéficiaires des interventions. Donc le législateur français a très fortement réaffirmé ces dernières années un certain nombre de règles et de principes, respect de l'intimité, de la vie privée, libre choix, non-discrimination, liberté d'aller et venir. On pourrait me dire que ce sont des valeurs éthiques qui sont traduites dans le droit. Bref, il a voulu que toutes les composantes du respect de la dignité de la personne soient inscrites dans le droit, deviennent ainsi obligatoires et passibles de sanctions. Ce constat, je sais comme vous qu'il y a souvent un écart assez flagrant entre ce que dit le droit et ce qu'on observe dans les pratiques. Il n'empêche
Deux remarques. La première, je crois qu'on fait une grave erreur quand on se pose des questions d'éthique, d'ignorer le droit en général et ses dispositions légales en particulier. Dans un très bel article qu'il a intitulé « Le retour d'Antigone », en référence à la tragédie de Sophocle, Jean-Marc L'Huillier, professeur à l'École des hautes études en santé publique, analyse les rapports actuels entre l'éthique et le droit, notamment dans le champ social. Selon lui, certains professionnels de l'action sociale considèrent le droit avec méfiance. Pour eux, les règles de droit aboutissent à une normalisation de leurs pratiques. Ça rend les pratiques procédurières, ça induit des comportements mécaniques. Le droit introduirait également une judiciarisation des rapports au détriment des relations de confiance. Et la technicité du droit se substituerait à l'humanité de la relation. Du coup, observe Jean-Marc L'Huillier, certains professionnels ont tendance à remettre en cause le respect de la loi, à ne considérer la règle de droit que comme un des éléments parmi d'autres à prendre en compte, et à parfois se servir d'arguments éthiques pour s'exempter du respect de la loi. L'auteur met en garde, et à mon avis il a parfaitement raison, contre les dangers d'une telle approche. Selon lui, l'éthique ne doit pas devenir un cheval de Troie permettant à certains d'imposer leur idéologie. La règle commune, tant qu'elle est en vigueur, s'impose à tous. On peut vouloir la réformer, on peut même vouloir l'abrogation d'une mauvaise loi, mais on ne peut pas, dans un sentiment d'autonomie et de toute puissance totale, décider seul de s'en exempter. L'exemple récent du docteur Bonnemaison, qui a été critiqué, y compris par les partisans de la légalisation de l'euthanasie, le montre assez. Donc Jean-Marc L'Huillier conclut son propos en disant qu'avant de traiter une question d'éthique, il faudrait savoir ce que dit le droit sur la question posée, que la connaissance du droit est un préalable à l'examen éthique d'une question. Et il souligne que dans ce domaine, et ça me semble-t-il quasiment la remarque la plus importante, c'est qu'il faut une connaissance fine du droit, c'est-à-dire que bien souvent, pour savoir ce que le droit dit sur une question, il ne faut pas en rester au texte de la loi, mais il faut voir comment la loi a été appliquée, et il faut voir les cas de jurisprudence qui existent dans le domaine et qui se rapprochent le plus possible à la situation. Il me semble que trop souvent, et c'est pour ça que je partage en large partie ces analyses, on traite comme des questions d'éthique des questions qui sont en réalité des questions d'application pure et simple de la loi. Les atteintes caractérisées à la vie privée, à l'intimité, à la liberté d'aller et venir n'appellent pas une réprobation morale, elles appellent une sanction, et parfois une sanction pénale. On n'a pas intérêt, même si vous le voyez, l'éthique et le droit sont très liés, à les confondre. Il y a un registre du droit, et le droit est là pour protéger les individus. C'est d'autant plus vrai dans le cas de la maladie d'Alzheimer parce que les personnes qui ont des troubles cognitifs ont souvent les plus grandes difficultés du monde à faire valoir leurs droits et à faire rétablir leurs droits lorsqu'ils sont bafoués. C'est une raison supplémentaire de ne pas confondre ce qui relève de l'éthique ou de la morale et ce qui relève du droit. Deuxième remarque, sur ce point qui vient nuancer considérablement la précédente, c'est que l'évolution du droit vers une plus grande prise en considération des droits et libertés individuelles est à la fois une chance et potentiellement un piège pour les personnes vulnérables. Pourquoi c'est une chance ? Parce qu'en affirmant ces principes de respect du choix, de l'intimité, de la vie privée, de la liberté d'aller et venir, le droit protège les personnes vulnérables contre des atteintes à ces droits qui leur sont reconnus. Donc il a une vocation protectrice et il nous rappelle notamment, Michel Frémontier y faisait allusion tout à l'heure, il y a une présomption de compétence. Ce n'est pas parce que vous avez une maladie d'Alzheimer que vous avez perdu votre capacité à prendre des décisions. Il y a certaines décisions que vous pouvez continuer de prendre. Et donc le droit là est un outil important parce qu'il permet de le réaffirmer. Je vous ai donné des exemples, notamment avec la loi de réforme des tutelles. Pourquoi ça peut être un piège ? Parce que les habits du droit sont parfois mal taillés pour les personnes vulnérables et en particulier pour les personnes atteintes de troubles cognitifs. Il peut accréditer une fiction d'autonomie ou ce que j'appellerais une dichotomie de l'autonomie. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Plusieurs choses, c'est-à-dire que
À force de dire aux professionnels qu'ils doivent recueillir le consentement libre et éclairé de la personne, ça peut amener, dans certains cas, à aller recueillir un consentement chez des personnes qui ne sont plus totalement capables de donner un authentique consentement libre et éclairé, et de s'en contenter. On est allé demander, on a eu un accord, on n'a pas vérifié que les capacités de jugement et de discernement sont nécessaires, on se contente d'un accord formel. Et puis à l'inverse, une fois que l'on a constaté que le consentement libre et que les capacités de jugement et de discernement sont altérées, ça peut avoir pour effet de dire, à ce moment-là, on n'a plus à demander le consentement de la personne, on se tourne vers des tiers, à la famille, les proches, les personnes de confiance, etc. Donc ça peut disqualifier l'expression des choix ou des préférences chez des personnes qui ne sont plus capables de donner un authentique consentement, mais auprès desquelles on pourrait recueillir un assentiment. Et puis, pour vous montrer pourquoi les habits du droit sont parfois mal taillés, je vous ai dit que la loi française insiste beaucoup sur l'idée de proportionnalité. On essaye d'ajuster les mesures de protection aux incapacités des personnes. Pour autant, le droit reste assez dichotomique. On ne parle plus aujourd'hui de personnes capables et d'incapables malades, mais il y a un moment, à partir du moment où la mesure de protection juridique est prononcée, où vous perdez quand même du fait l'exercice d'un certain nombre. Or, comme vous le savez, la maladie d'Alzheimer, mais elle n'est pas la seule, entraîne une perte progressive des capacités de décision, et il y a là une progressivité qui touche certains domaines et pas d'autres, qu'on a du mal à connecter à ce caractère parfois un peu dichotomique de capacité juridique ou incapacité juridique. Et puis enfin, et ça c'est une chose à laquelle qui nous fascine un peu Federico Palermiti et moi, c'est le fait que c'est une fascination un peu particulière, vous allez voir, les fascinations qu'on peut. Il y a un problème considérable d'interprétation du droit pour des gens dont le consentement est problématique, dont on n'est plus tout à fait sûr qu'ils peuvent consentir, et qui ne bénéficient pas d'une mesure de protection. Le droit est assez clair pour les gens qui sont en capacité d'exprimer leur volonté. Il est assez clair pour les gens qui sont sous le coup d'une mesure de protection juridique. Et puis vous avez un entre-deux, des gens dont les capacités d'expression de la volonté sont altérées, mais qui ne bénéficient pas d'une mesure de protection. Et dans ces cas-là, le droit, que ce soit le droit, la loi de 2005 sur la fin de vie ou la loi des tutelles sur l'entrée en établissement, pose des difficultés considérables. Or, selon l'enquête qui a été réalisée par la Fondation Médéric Alzheimer en 2009, dans les EHPAD, plus de 60% des personnes atteintes de maladie Alzheimer ou de troubles cognitifs modérés ou sévères ne sont pas sous protection juridique. Ça ne veut pas dire qu'il faut tous les mettre sous mesure de protection, mais ça veut dire que le chantier qui est devant nous est immense parce que, précisément, c'est cette situation-là qui est problématique. Comme j'ai déjà, je crois, largement dépassé mon temps, je ne vais pas vous parler de citoyenneté. Je crois que les orateurs de cette journée vont le faire abondamment. Je voudrais juste souligner à quel point le fait d'aborder cette question de la maladie d'Alzheimer et de ce qu'on appelle les maladies apparentées sous un angle à la fois éthique, juridique et politique est extrêmement rare, extrêmement nouveau. Si vous avez regardé le programme, si vous fréquentez un peu les colloques Alzheimer, vous voyez que dans celui-ci, il y a des médecins, et parmi les meilleurs, mais il y a aussi une personne malade, Fabienne Piel, une ancienne ministre de la Santé, Magda Helvoet, la présidente de France Alzheimer, Marie-Odile de Sana, autrement dit des représentants de ce qu'on appelle la société civile, d'éminents spécialistes de la gérontologie, des chercheurs en sciences sociales, des professionnels du secteur social et médico-social. Autrement dit, on change de focale. C'est ce que disait Michel Frémontier en introduction. On peut effectivement, et c'est le discours général qui est tenu sur cette maladie, la considérer comme un enjeu de santé publique pour la biologie, pour la médecine, et en gros, en l'absence de traitement, on serait dans une espèce de passivité. On ne pourrait rien faire en attendant. Vous voyez là qu'au contraire, il y a tout un champ de dispositions à améliorer vis-à-vis du handicap psychique lié ou pas à l'âge.
et que ça interroge, et qu'on peut faire des choses à condition de ne pas considérer cette maladie uniquement comme un problème qui intéresse la biologie et la médecine, mais qui intéresse aussi l'ensemble de la société. J'ai une conclusion très brève qui résume mon propos d'aujourd'hui. Je crois que quand on est dans un domaine tel que éthique, droit et citoyenneté, mes deux maximes personnelles, il ne faut pas se payer de mots. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de lyrisme. Lors de l'université d'été de l'ERIMA, Geneviève Larocque est intervenue à un moment donné pour dire qu'il faut descendre de l'Himalaya. Les questions, elles sont très prosaïques. On a besoin d'une éthique du quotidien, on a besoin d'une éthique des petites choses, on n'a pas besoin de grandes déclarations de principe. Non, notre problème est de savoir comment on va traduire nos valeurs dans la réalité. Et puis, vous allez me dire que c'est une maxime contradictoire avec la première, mais on a le droit des contradictions. Il ne faut pas se payer de mots, mais il faut être intransigeant sur le respect des valeurs et des normes que nous avons en partage. Quand je parlais de la sanction possible du droit, je pense qu'il ne faut pas lâcher là-dessus, même, et être ferme sur nos valeurs, même si on admet que l'éthique a une dimension de questionnement et de réflexion. Nous avons un certain nombre de valeurs en partage, nous avons un certain nombre de convictions, et je crois que malgré toute l'adversité politique, économique, réglementaire dans laquelle on vit, il faut tenir bon. Je vous remercie.